Bonjour coach. Je. On rentre dans le vif du sujet. Vous jouez dimanche votre 4e match de la saison à l'extérieur. Pour l'instant, vous montrez un visage très, très positif. Vous marquez beaucoup de buts, vous marquez beaucoup de points. Moi, j'aimerais juste savoir comment est-ce que vous avez une préparation bien différente quand vous jouez à l'extérieur par rapport au match que vous allez jouer à domicile ou vous restez toujours sur le même tempo? Nous, on les prépare plus ou moins de la même façon. Après, c'est vrai qu'il y a des matchs qui peuvent ensuite être développés de manière différente, mais voilà, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ça ne change pas. Après, c'est vrai qu'on a vraiment affronté des matchs qui ont été très difficiles de jouer à l'extérieur, à Brest, à Toulouse, à Lyon, et maintenant le match qu'on va affronter. D'avoir déjà empoché 9 points, ça veut dire beaucoup, c'est vrai. Et si on réussit après le match demain à en avoir 12, ce sera un très gros résultat, parce qu'on s'attend vraiment à un match encore plus difficile même que celui de Lyon. Deux questions, s'il vous plaît. La première, sur l'état d'esprit de l'équipe. On sent que l'équipe peut progresser sur tous les plans, mais a déjà une vraie personnalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça et comment vous avez travaillé là-dessus cet été? Alors oui, c'est vrai que l'équipe a une personnalité qui est très claire, très définie. Elle a une âme, et je pense que quand une équipe a une âme, c'est vraiment la chose la plus importante et c'est aussi la chose la plus difficile à obtenir. Après, maintenant, il faut qu'on progresse au niveau de la qualité du jeu. Déjà qu'on joue à 11, puisque au cours des 2 derniers matchs, il y a eu 2 expulsions. Et puis bien jouer. Et bien jouer, c'est pas seulement l'aspect esthétique, mais ça veut vraiment dire que ça te permet d'avoir un avantage après au niveau du jeu. Et une question, s'il vous plaît, sur Mehdi Benassia, dont on a beaucoup parlé cette semaine. Est-ce que vous pouvez revenir sur le rôle qu'il a eu dans votre arrivée et sur comment se passe votre travail au quotidien avec lui? Alors Mehdi Benassia, c'est un directeur sportif de très haut niveau, le meilleur avec lequel j'ai eu l'opportunité de travailler au cours de ma carrière. Je suis vraiment désolée qu'il se retrouve voilà, au cœur de ces polémiques. Je pense pas qu'il ait besoin de moi pour le défendre. Honnêtement, j'ai vu ce qu'il a dit. Je pense qu'il s'est exprimé de manière quand même éduquée. Bien élevé, donc je ne vois pas quelque chose de mal en ça. Après, moi, si je suis ici, c'est comme vous savez, grâce à lui, grâce à Pablo, donc je le soutiendrai toujours. Je lui dois vraiment cette arrivée. Et voilà, encore une fois, attristé qu'il soit au cœur de ces polémiques, des polémiques qui, selon moi, n'ont pas de raison d'être. Pour parler du match face à Strasbourg, pour vous, quelle va être la clé justement de ce match face à une équipe de Strasbourg qui a montré de réelles qualités offensives, qui encaisse pas mal de buts et qui s'accroche à chaque match sur ce début de saison? Ah oui, c'est une équipe forte, une équipe jeune certes, mais très forte avec de bons joueurs, avec une identité claire. C'est une équipe qui attaque, qui a fait jusqu'ici de beaux et de bons matchs. Donc il faudra qu'on fasse tout bien, qu'on défende bien, qu'on attaque bien, qu'on joue avec caractère, qu'on sache souffrir également, parce que ça va être aussi une ambiance assez chaude là-bas. Mais voilà, on a vraiment un gros objectif pour ce week-end, parce que si on réussit à l'emporter, ça signifie être en tête du classement, et donc ça représente vraiment beaucoup pour nous ce match. Je voulais revenir avec vous sur le début de saison de Geronimo Rulli, parce que c'est vrai qu'on n'était plus habitué à avoir un gardien arrêté 2 pénaltys de suite. Il a expliqué que c'était vous qui l'aviez convaincu de venir. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous vouliez ce gardien et comment vous jugez son début de saison? On voulait Rulli parce qu'il a le caractère juste, le caractère pour jouer et les caractéristiques pour jouer dans notre système, dans notre façon de voir le jeu, notre style. Après, en tant qu'Argentin, je pense qu'il a la bonne personnalité, la juste personnalité pour pouvoir jouer au Vélodrome. Il était prêt à venir ici, disponible, avec de l'envie. On l'a pris à l'Ajax, donc c'était pas facile, mais c'est selon moi un des grands achats, un des grands recrutements qu'on a fait cet été. Petite question sur le capitaine et le brassard. Vous avez redit l'autre jour après Lyon, après l'expulsion de Balerdi, qui restait votre capitaine et qu'il allait le rester. Est-ce que, ceci dit, en son absence, vous avez d'autres relais, d'autres capitaines de fait? On imagine que Pierre-Emile Hojbjerg en fait partie, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Et quelle importance est-ce que vous attachez à ce rôle de capitaine? Je l'ai dit, le capitaine c'est Balerdi, le vice-capitaine c'est Hojbjerg, et après on a Kondogbia et Rongier. Mais le fait qu'ils ne portent pas le brassard, Rulli, Cornelius ou Harit, ne fait pas que ce soit des joueurs d'une importance moindre. Au contraire, c'est vrai que ce brassard, c'est moi qui le décide.
Mais c'est pas le fait d'avoir le brassard qui fait qu'on a plus de personnalité ou plus de responsabilité. Moi, je l'ai dit dans une des premières conférences de presse, je veux beaucoup de capitaines et par ça, j'entends beaucoup de leaders, beaucoup de joueurs qui poussent. Et contre l'OL, de fait, on avait 11 capitaines sur le terrain, plus les remplaçants. Et même ceux qui ne sont pas rentrés en jeu ont été capitaines quand ils ont exulté après célébrer le but de Rowe. Justement, après le match de Lyon, le fait que vous gagnez aussi de cette manière-là, après votre bon début de saison, est-ce qu'il y a un risque ou pas, d'après vous, un peu de décompression à aller jouer un match comme ça à Strasbourg, classé en milieu de tableau? Est-ce qu'en tant qu'entraîneur, vous vous méfiez de ça, ou vous qui connaissez par cœur votre groupe, vous dites ce groupe-là est à l'abri de ça? Alors c'est une bonne question et c'est juste de la poser. Mardi, j'en ai déjà parlé avec l'équipe, je leur ai donné mon avis. Je leur ai dit voilà que le match de Strasbourg est selon moi un match très difficile, je pense même plus difficile que celui contre l'OL. Voilà, en dehors du résultat, il faut vraiment qu'on soit au maximum de nos possibilités, qu'on essaie vraiment de tout donner, au maximum, voilà, que ce soit l'aspect physique, mental, technique, tactique. Après, on verra le résultat, mais vraiment, je pense que on est quand même bien dans l'attitude. Ça fait 2 mois seulement que je connais cette équipe, mon équipe, donc ça fait peu de temps, mais je pense vraiment qu'on a toujours une bonne attitude. Et honnêtement, je pense que les équipes qui ont des hauts et des bas sont des équipes qui ont peu de valeur. Je ne vais pas dire le terme auquel je pense pour éviter de dire des gros mots encore une fois, mais voilà, c'est des équipes qui, selon moi, sont sans caractère, sans identité, alors qu'une équipe qui est constante, même au-delà des résultats, c'est une équipe vraie, une équipe juste. Dans le prolongement de cette question, vous connaissez Marseille, le Vélodrome, mais pas totalement. Depuis dimanche soir, ils sont très nombreux, les supporters, qui déjà parlent de titres, alors qu'on joue à peine depuis 5 journées. Les 3 prochains matchs contre des adversaires a priori plus faibles, bon, mais il va y avoir 9 points. Ils attendent déjà le match du PSG. Est-ce que c'est pas dangereux? Vous nous avez dit déjà, les supporters ont le droit de rêver. Mais est-ce que vous devez aussi, dans votre travail, dans votre communication, aussi calmer un petit peu le jeu, à la fois des joueurs, mais aussi pour les supporters? Alors, je pense que on a le droit de rêver ou d'être ambitieux. C'est juste que les supporters le fassent. C'est juste aussi que les joueurs puissent rêver ou avoir de l'ambition. Après, la différence entre être présomptueux et rêver, c'est que on peut rêver, mais faire les choses toujours avec sérieux, sans faire 1 mètre de moins quand on court, sans faire 1 minute de moins à l'entraînement. Si on continue de faire les choses de la même façon, je pense qu'il n'y a pas de mal à rêver, ni à être ambitieux. Voilà. Après le match contre Lyon, c'est vrai que je pense que je dis que c'était pas sérieux de penser à la lutte pour le championnat. Déjà, c'est trop tôt, mais pas juste parce qu'on est au début de ce championnat, mais parce qu'on a de nouveaux joueurs, on est au début d'un nouveau parcours avec un nouvel entraîneur, une nouvelle façon de jouer également, une nouvelle vision. Donc voilà, après si la base est là pour pouvoir rêver pour que les choses soient plus concrètes, je n'aurais pas honte de parler de championnat, de parler de titres, etc. Mais au final, c'est le terrain qui nous dira sa vérité, puisque voilà, moi je peux dire toutes les choses du monde, mais au final, c'est le terrain qui parle. J'avais 2 questions, s'il vous plaît. La première concernant Mehdi Benassia. Vous avez dit tout à l'heure que vous le souteniez à 100%. Lui, dimanche soir, il a employé le mot manque de respect envers l'OM. Il a demandé au corps arbitral de respecter l'OM. Est-ce que vous avez le sentiment, depuis le début de saison, avec les histoires de Cornelius ou de dimanche soir, que les arbitres ou les instances manquent de respect à l'OM, voire parfois désavantagent l'OM? Alors écoutez, je n'aime pas me plaindre. Honnêtement, vous m'entendrez me plaindre que très peu, et c'est pas ce que je veux faire aujourd'hui. Après, honnêtement, j'ai jamais vu une expulsion comme celle qu'a subi Cornelius. J'ai 45 ans, ça fait 35 ans que je suis le foot, et j'ai jamais vu ce genre de carton pour un ballon qui est à l'arrêt dans l'attente de tirer un coup franc. Comme je n'avais jamais vu d'expulsion avec une accumulation de 2 jaunes pour un même joueur au bout de 5 minutes de jeu, honnêtement. Mais voilà, je veux pas faire de polémique. Je pense qu'il peut y avoir parfois des erreurs d'arbitrage, mais je pense pas qu'elles soient faites avec mauvaise foi. Moi aussi, je commets des erreurs. Je pense que les entraîneurs commettent encore plus d'erreurs que les arbitres. Donc voilà. Après, Mehdi, je pense que ce qu'il a dit, même si je répète, il a pas besoin de moi pour se défendre, même si je le ferai toujours. Je pense pas qu'il s'est trompé. Je pense pas qu'il ait dit les choses, surtout de manière mal élevée ou en voulant lui manquer de respect, absolument.
L'autre question, coach, concernant Geoffrey Kondogbia, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter comment s'est passé l'idée de le faire reculer d'un cran? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez évoqué avec lui il y a déjà quelques temps? Et est-ce que vous estimez qu'il est peut-être parti pour durer à ce poste-là et voir finir sa carrière en tant que défenseur? Oui, je pense que c'est quelque chose qu'il peut faire, comme le peut faire Højbjerg aussi. On l'avait vu contre Nice après l'expulsion de Cornelius. C'est quelque chose de positif pour nous qu'il soit capable de bien jouer comme défenseur centraux. Je pense que ça vaut pour les deux, tant Kondogbia que Højbjerg. Ils ont vraiment ces qualités, cette continuité qui peuvent nous apporter tant dans cette phase défensive que aussi au milieu du terrain. Et je pense que d'avoir un milieu qui joue en défense, ça t'aide tant dans la partie de la relance avec la sortie du ballon, mais ça apporte aussi une force défensive. Donc on verra pour les prochains matchs en fonction. Peut-être que vous reverrez l'un ou l'autre jouer en défense, surtout que cette défense, c'est quand même le secteur où on a moins de joueurs disponibles, avec Merlin qui est blessé, Balerdi qui a été expulsé, donc qui est suspendu, Cornelius avant. On a besoin d'utiliser certains joueurs et de les mettre un peu plus bas. J'avais une question sur Bamo Meïté. C'est un joueur qui n'a pas beaucoup joué depuis le début de saison, alors que durant la préparation, c'est un joueur qui a eu pas mal de temps de jeu. Est-ce que c'est tout simplement un problème physique ou vous ne comptez pas sur lui? Est-ce qu'il ne rentre pas dans vos critères de tactique? Et ce matin, on ne l'a pas forcément vu à l'entraînement. Est-ce qu'il sera présent dimanche contre Strasbourg? Il n'était pas là ce matin, c'est parce qu'il était blessé. Donc il va devoir être à l'arrêt pendant quelques semaines pour un problème musculaire. Après, pour le reste, c'est juste un choix technique. C'est-à-dire que Murillo, il a la capacité de jouer tant dans la charnière à 3 que comme latéral aussi. Donc sur la base des caractéristiques, je préfère que ce soit lui qui joue. Mais après, c'est pas du tout contre lui. Je pense que c'est vrai qu'il doit encore progresser sur certains aspects, mais c'est quelqu'un qui s'entraîne très bien, qui se comporte bien aussi. J'ai rien à lui dire. Donc il y a pas de souci. Après, évidemment, c'est le travail de l'entraîneur. Vous savez, de devoir choisir 11 titulaires et des remplaçants. Dans les médias, l'OM n'est pas concerné par cette question, mais il y a beaucoup de débats sur les cadences et les calendriers concernant le rythme imposé aux joueurs. Quel est votre regard de technicien là-dessus? Et est-ce que vous faites partie de ceux qui considèrent que le football doit avant tout appartenir aux joueurs? Honnêtement, j'ai pas la capacité de parler de trop de choses, 3-4 choses en même temps. Là, je réussis juste à me concentrer sur le match contre Strasbourg. Mais pour vous répondre rapidement, je pense que le foot appartient aux joueurs et aux supporters. Et les deux parties devraient être celles qui ont le plus de pouvoir. Malheureusement, je pense que tout le monde a le pouvoir pour l'instant, sauf les joueurs à l'heure actuelle. Et on le voit aussi avec les choix des horaires. Honnêtement, je pense qu'on ne prend pas en considération les conditions des joueurs, les conditions des supporters. Donc dans un football idéal, il faudrait reconnaître ce rôle d'acteur aux joueurs et aux supporters, mais j'ai l'impression malheureusement que c'est un peu en train de se détériorer chaque fois un peu plus. Si vous deviez comparer votre prise de fonction ici avec vos prises de fonction dans vos précédents clubs, où est-ce que vous situeriez votre début de saison avec l'OM? Est-ce que, en termes d'enthousiasme, d'intégration de vos principes de jeu chez vos joueurs, est-ce que vous estimez que c'est votre meilleur début de saison ou vous avez connu déjà ça dans vos précédentes expériences? Je pense que c'est pas forcément une bonne chose de faire des comparaisons ou d'essayer d'en faire. Moi, ici à Marseille, je me sens bien. J'ai été vraiment très bien accueillie, que ce soit par le club, par les joueurs, par les supporters, tant mon staff que moi. Donc pour l'instant, je suis heureux ici, mais ça fait vraiment juste 5 matchs. Je pense que c'est une question qu'il faut que vous me reposiez d'ici 50, 100 matchs. Vous avez dit à plusieurs reprises lors de cette conférence de presse que Strasbourg, ce serait plus dur que Lyon. Pour quelle raison? Et est-ce que vous pouvez nous confirmer que Rabiot ne sera pas dans le groupe pour ce match? Si Rabiot est dans la liste, il sera sur le banc. Il commencera le match sur le banc. Et le match de Strasbourg, je pense que c'est un match plus difficile que celui de Lyon, parce qu'ils ont des joueurs qui courent plus, ils ont plus d'intensité. Aller à Lyon, c'est toujours une grosse affiche, un match de prestige, entre guillemets. Et donc, on peut penser qu'aller à Strasbourg, c'est moins attrayant, que Strasbourg est une équipe inférieure, mais ce n'est pas vrai. C'est une équipe qui marque énormément de buts. Ils ont fait match nul à Lille le week-end dernier, mais sur le 3-2, ils auraient vraiment pu marquer un 4e ou un 5e but. Ils ont vraiment eu des opportunités, des occasions claires face aux gardiens. Donc je pense que c'est un match vraiment difficile, mais on veut l'emporter surtout puisqu'on est en haut du classement et on veut le rester.